Pour ma part, je vais parler de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel, qui a été adoptée, qui en fait, il y a eu un premier essai en mars 2011, puis avec la crise libyenne, sa sortie a été repoussée à septembre 2011. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est la stratégie pour le Sahel? En fait, son objectif, c'est de s'attaquer aux causes profondes de l'extrême pauvreté et de créer des conditions propices à la création de perspectives économiques et de favoriser le développement humain. Mais pour cela, il faut des conditions de sécurité. Donc l'objectif, c'est de s'attaquer simultanément aux problèmes de sécurité et aux problèmes de développement afin de prévenir toute détérioration politique, sécuritaire et humanitaire dans la zone sahélienne. Donc au début, l'objectif c'était de se concentrer sur 3 pays, Mauritanie, Mali et Niger, mais elle a vocation à s'étendre aux autres pays du Sahel. Le pays suivant sur la liste, normalement, c'était le Burkina Faso. Bon, évidemment, vu les circonstances, ça va être repoussé. Donc l'objectif, c'était vraiment de développer une approche régionale, parce que les maux qui touchent les pays de la région, ce sont des mots régionaux, donc 9 problèmes sur 10 se retrouvent dans tous les pays. Et donc voilà, donc au lieu de mettre en place une aide bilatérale, faire une approche régionale pour s'attaquer à ces problèmes. Pour cela, il y a eu 4 champs d'action qui ont été identifiés. Les traditionnels développement, bonne gouvernance, résolution des conflits internes. Ensuite, action politique et diplomatique. Troisième chose, sécurité, état de droit. Et un pan un peu plus nouveau, une lutte psychologique, puisqu'il fallait s'attaquer à la lutte contre la diffusion de l'idéologie djihadiste parmi les populations. Donc pour mettre en œuvre ces 4 champs d'action, l'Union européenne, elle ne veut rien mettre en place de nouveau. Elle vient soutenir les politiques et les stratégies nationales mises en place. Donc l'initiative doit provenir d'abord des pays du Sahel. La stratégie ensuite vise à être coordonnée parmi tous les services de l'Union européenne, donc entre le service d'action extérieure, le Conseil, la Commission, coordonner tous les instruments, Fonds européen de développement, instruments de stabilité, également tout ce qui est mission de PSDC, et évidemment à être coordonné avec les activités régionales, par exemple le forum qui est installé à Tamanrasset, le CEMOC, pour soutenir le CEMOC qui était la lutte contre le terrorisme au niveau régional. Et également, elle vise à se coordonner également avec les initiatives internationales, comme par exemple le forum global de lutte contre le terrorisme. Donc, 18 mois après cette stratégie, quel est le bilan que l'on peut en tirer? Donc, j'ai peu de temps, en fait, donc je vais être assez brève. Vous avez mon papier aussi avec vous. Donc, je vais présenter un bilan global et plus me concentrer sur l'aspect prévention. Donc tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que l'UE, malgré ses ambitions d'agir en prévention des crises, elle a une tendance un peu à agir toujours dans l'urgence et donc avec des outils d'urgence quand la situation se dégrade et quand ses intérêts se trouvent menacés. Et justement, le problème de cette action dans l'urgence, c'est qu'elle fait perdre à l'UE ses objectifs initiaux, notamment les objectifs qu'elle avait développés dans sa stratégie pour le Sahel. Donc elle avait décidé de mettre en place une politique, une approche régionale pour s'attaquer aux problèmes de la région. Et finalement, elle se trouve de nouveau réduite à la politique en fait, d'aide bilatérale. Et l'exemple qu'il prouve, ce sont les missions PSDC dont on parle actuellement. À l'origine, donc depuis, ça fait quelques années déjà qu'on en parle, hein, mais même l'année dernière, quand la stratégie est sortie, on parlait d'une mission Sahel, une mission PSDC Sahel. Donc on voit bien, c'est pas une mission PSDC de Mali, une mission PSDC Niger, non, c'était une mission PSDC Sahel, donc qui visait à développer des actions de formation des forces armées ou de les faire s'entraîner ensemble, de leur faire de mettre en place des systèmes de partage d'informations et finalement à force de discussion, à force de retard, avec la crise malienne, l'UE s'est trouvée un peu dépourvue et finalement elle a mis en place une mission au Niger, dont elle a commencé à parler au mois de mars, avril, au printemps comme cela. Finalement, ça a été effectif que le 1er août. Et là, maintenant, on parle d'une mission... donc, il faut savoir également que la mission qui est mise en place au Niger et qui est effective depuis le 1er août, elle n'est toujours pas en place entièrement. Hein. Et donc, a priori, ils espèrent que d'ici la fin décembre, elle sera opérationnelle. Et donc là, on parle d'une mission
EUTM au Mali, donc c'est pas du tout le même objectif poursuivi que la mission PSDC au Niger, qui est plus au Niger, on vise à aider, à donner des outils en fait aux forces armées pour les aider à apprendre à lutter contre le terrorisme, ce genre de choses. Là, ce qui va se passer au Mali, c'est plus une mission de formation et d'entraînement des forces armées. Donc finalement, la coordination entre les deux missions, on ne le voit pas plus. Et la mission PSDC en Mauritanie, ça demeure encore un vœu pieux. Il n'y a pas eu de demande de la part des Mauritaniens de toute façon. Et si la mission au Niger n'est pas un succès, la mission en Mauritanie n'aura jamais lieu. Donc on voit bien que cette approche régionale, finalement, elle n'existe plus vraiment 18 mois après la sortie de cette stratégie. Autre chose, autre point sur lequel aussi je voulais m'attarder, c'était le fait que l'Union européenne, elle dispose, ça fait depuis le début des années 2000, voire même avant la fin des années 90, d'outils d'analyse des conflits très développés. Donc peut-être ça va vous rappeler des choses anciennes, mais par exemple les documents de stratégie pays, le programme de Göteborg, la liste de veille, ce genre de choses, on n'en entend plus parler. Si vous regardez bien, et on continue pour analyser les conflits, d'utiliser des outils comme ça. On essaie de développer, en pleine action, on essaie de développer de nouveaux outils d'analyse des conflits pour essayer d'identifier les acteurs, les dynamiques à l'œuvre. Et finalement, tout cela demeure incomplet. Et donc, on a un manque de mémoire institutionnelle au niveau de l'UE qui provoque un véritable problème de fonctionnement et donc qui donne des analyses assez incomplètes de la part des conflits. Il n'y a pas de suivi en fait des situations dans les pays, il n'y a pas donc d'analyse complète. Et donc on voit que finalement, moi je me suis entretenue avec un représentant du Niger cette année qui me disait mais nous ce dont on a besoin, on n'est pas en train de demander une formation des juges ou quoi que ce soit, parce que ça c'est quelque chose qu'on envisage une fois que tout est bien stable dans le pays. Nous on aimerait avoir une formation pour nos forces armées pour qu'elles soient aptes à mener à la fois des forces de police, à mener des missions de police, des missions de gendarmerie et des missions de combat. On a besoin d'armes également, mais évidemment l'Union européenne donc se refuse à livrer des armes. Donc je ne fais pas un plaidoyer pour ce genre de choses, mais on voyait bien ce représentant qui était là, mais aidez-nous, nous on sait ce qui fonctionne chez nous. Dans les zones hors Arlit et Agadez, il n'y a que les forces armées qui peuvent exercer des missions. Les forces de police, ça ne sert à rien. Donc aidez-nous à former des forces armées polyvalentes. Donc évidemment, ça peut choquer certains, mais voilà, c'est des choses... Prendre plus en considération les besoins des pays, analyser clairement les causes profondes des troubles actuels, les causes un peu plus immédiates, les facteurs déclencheurs des crises. Examiner également tous les acteurs qui sont impliqués dans les conflits, et les acteurs au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international, et toutes les dynamiques, leurs intérêts et les besoins qu'ils ont. Ça, c'est quelque chose... Il y a un manque au niveau de l'Union européenne. Voilà. D'autre part, troisième point, l'Union, elle avait une vocation à agir selon une approche globale. Approche globale, ça veut dire quoi? Donc même pour l'Union européenne, c'est pas clair, parce qu'il faut savoir qu'elle va sortir son papier sur ce qu'elle entend par approche globale en 2013. Mais elle visait déjà cela avec ses stratégies, donc ça veut dire agir à la fois sur les problèmes de développement et sur les problèmes de sécurité, et ce en même temps. Il y a eu beaucoup de problèmes, des blocages institutionnels déjà, parce qu'on a toujours un peu des compétitions entre certains services. Le fonctionnement par exemple du service d'action extérieure n'est toujours pas pleinement opérationnel. On a des manques de communication entre services, des manques de communication entre le terrain, les délégations et le service d'action extérieure à Bruxelles, et surtout un manque de compétences sur les questions sécuritaires. Et d'ailleurs, sur ce point, donc, quand je parle de questions sécuritaires, je parle essentiellement de la lutte contre l'idéologie djihadiste dans la région. Et il est toujours... il faut savoir que la réflexion sur ce point-là, elle est toujours à l'œuvre. Donc on est 18 mois après la sortie de la stratégie, et on ne sait toujours pas comment s'y prendre pour cela. Donc, exemple révélateur, je me suis entretenue avec plusieurs membres du service d'action extérieure et du conseil également qui sont en charge de ce volet plus particulièrement. Il y a un an, il y a déjà eu un workshop en Mauritanie pour réunir
des gens influents, des communautés, et pour essayer de trouver ensemble des moyens d'éviter qu'il y ait cette radicalisation chez les gens. Voilà, 5 mois plus tard, 5 mois après ce colloque, je rencontre quelqu'un du SEAE qui me dit ah bah finalement on est toujours encore en train de réfléchir, peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça, mais bon, toujours pas d'actions concrètes sont mises en place, donc très bien, ça c'était au mois de mai. Et là, donc, j'ai eu de nouveau quelqu'un du SEAE au téléphone, et puis cette personne me disait bah, y a eu de nouveau un workshop sur le même sujet, et on a adopté 3 types d'actions qui sont finalement des actions de développement, qui sont les mêmes que l'année dernière, donc agir en faveur des jeunes, les intégrer économiquement, et finalement c'est des actions de développement, c'est pas des actions au niveau sécuritaire, on n'est pas en train de s'attaquer à ce point-là, et donc ça montre bien qu'il y a quand même un manque de moyens, il y a un manque de volonté politique terrible, un manque d'impulsion politique terrible pour combattre ces domaines-là. Le problème c'est qu'on est aussi en train de s'attaquer non plus à une question politique, mais à une question religieuse, une question socioculturelle, et donc là déjà ça devient beaucoup plus difficile, même pour les délégations sur place, parce qu'il y a on est toujours obligé de jouer avec le côté diplomatique, donc c'est pas forcément facile. Donc voilà, c'est assez important de voir cela. Et il y a aussi un manque aussi de volonté de mettre les moyens à disposition. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a toujours du mal à se dire qu'on peut employer l'argent du Fonds européen de développement, l'argent du Fed, pour s'attaquer aux questions sécuritaires. Donc là aussi, on est pour, on est contre. Le débat, il est actuellement en cours au niveau de l'Union européenne pour savoir si on peut utiliser de l'argent du Fed pour les activités de sécurité. Et on est toujours en train de dire oui, mais l'OCDE dit que l'on ne peut pas. C'est pas vrai, parce que si on va regarder profondément dans les textes de l'OCDE, on va voir que justement les actions de développement, la coopération au développement, a réellement un rôle à jouer pour priver le terrorisme de soutien populaire et pour remédier aux situations dont tout chef terroriste fera ses délices et qu'il tentera d'exploiter. Donc finalement, l'OCDE reconnaît que certains fonds du développement peuvent s'attaquer à des pans sécuritaires, notamment pour lutter contre l'idéologie et la diffusion d'idéologie djihadiste et donc contre l'extrémisme violent. Voilà, mais il y a encore ce débat. Et pour l'instant, le pan sécuritaire de la stratégie pour le Sahel, ça demeure un vœu pieux. Voilà, et donc mon dernier point, qui est celui de la prévention. Donc ça fait des années que l'UE, elle se fixe comme objectif d'agir en prévention des crises pour renforcer la stabilité institutionnelle des États en développement et surtout des États fragiles. Mais c'est vrai que c'est un peu un échec total, parce que, comme je le disais, il y a un manque d'impulsion politique assez fort, un manque de leadership là-dedans. Il faut savoir que le sujet du Sahel, il est sur la table de l'Union européenne depuis 2008 quand même, avec la présidence française de l'UE qui, en fait, dans son livre blanc sorti à l'époque, la France, elle parlait déjà des vulnérabilités des États du Sahel et a tenté de porter ce projet au niveau de l'Union européenne via l'Union pour la Méditerranée. On connaît le fiasco de l'Union pour la Méditerranée. Et finalement, les objectifs de la stratégie pour le Sahel, c'est la même chose. C'est protéger les intérêts énergétiques, diminuer l'immigration clandestine, prévenir les actions terroristes, un peu ce que fait la stratégie pour le Sahel. Mais il a quand même fallu 4 ans, parce que je parlais encore avec un diplomate qui me disait c'est terrible, mais la France, dès qu'elle porte des projets sur les pays qui sont ses anciennes colonies, elle est en permanence taxée de néocolonialiste, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça devient pénible, parce que finalement, ça empêche toute action. Donc ils essaient de trouver des voies différentes pour porter leurs projets, mais c'est pas très facile. Voilà. Également, ce qu'on peut reprocher au niveau de la prévention, c'est un manque de réflexion sur les situations de post-intervention afin de prévenir des futures crises. Donc là, on peut voir ce qui s'est passé avec la crise libyenne. La crise libyenne, la France et la Grande-Bretagne ont fait partie de l'intervention là-bas, n'est-ce pas ? On avait tous les signaux possibles pour savoir ce qui allait avoir forcément un impact sur la région. On avait donc
on est quand même, on a des acteurs économiques suffisamment présents là-bas. On a les délégations européennes. La France, du fait de son passé historique, a beaucoup de gens là-bas. On a des forces spéciales. On est intervenu sur place. On avait les moyens satellitaires d'observation. On avait des moyens d'espionnage là-bas. Il était à prévoir qu'il allait y avoir des flux de réfugiés. Donc déjà qu'on allait s'exposer à une crise humanitaire assez importante, en plus de la crise alimentaire qu'on rencontrait déjà depuis 2005 aussi. Et également, on savait qu'il allait y avoir des flux de combattants qui allaient revenir avec des armes, etc. On savait que les arsenaux libyens étaient mal protégés, ce genre de choses. On aurait pu mettre en place une mission d'intervention, mission d'intervention entre guillemets, une mission au moins de surveillance des frontières pour empêcher ces flux de combattants ou au moins les désarmer comme le Niger l'a fait, mais on l'a laissé seul. Le Niger, on l'a pas soutenu dans sa mission de désarmement des anciens combattants. Donc voilà, on a laissé les choses, on n'a pas pensé, on est intervenu et il n'y a pas eu assez de pensée pour l'après-intervention. Et donc, justement, voilà. Et dans ce sens aussi, il serait bon aussi de renforcer un peu pas le pouvoir, mais les prérogatives, tout au moins des délégations de l'Union européenne, d'en faire des véritables ambassades. Ça aussi, c'est un débat au niveau de l'Union européenne. On sait que le Royaume-Uni n'est pas forcément pour. Mais si on les renforçait au niveau du personnel, on leur donnait des formations également, on leur donnait, oui, plus de temps, plus de moyens, ils pourraient peut-être aussi arriver à tenir leur rôle de early warning system, de système d'alerte avancé dans la région. Voilà, donc mes recommandations, je vais parler juste au niveau de la prévention. Par rapport justement à ce manque de pensée sur des situations de post-crise, maintenant qu'on est en train de parler d'intervention avec la MISMA et même avec l'intervention européenne EUTM Mali, il faudrait vraiment penser à une sortie de crise pour éviter qu'on ait des surprises assez désagréables, comme après celle de la crise libyenne. Donc, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'il fallait qu'on analyse véritablement tous les acteurs qui étaient à l'œuvre dans la région. Et là, il est vraiment important de voir quels acteurs sont à l'œuvre en ce moment dans la région, quels acteurs extérieurs à la région. On sait bien qu'il y a certains États qui... On a laissé pourrir les questions du terrorisme depuis des années dans la région. Qui a intérêt à ce qu'il y ait autant de... Enfin, que le terrorisme puisse se maintenir. On sait qu'il y a des luttes internes qui existent en Algérie pour ça. D'autre part, on sait également que le wahhabisme dont se réclament certains groupes armés actuellement au Mali sont soutenus par des pays tels que le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Il serait vraiment temps de mettre en place un cadre de dialogue et de parler avec ces États, et ce avant et même en parallèle de l'intervention militaire, cette intervention il y a. Voilà. Et d'autre part, donc dernier point, il faut aussi s'interroger sur le devenir de ces populations qui auront vécu, donc là je disais 9 mois, mais j'étais assez optimiste, puisqu'à priori on est en train de parler d'une intervention pour septembre 2013. Donc penser sur le devenir de ces populations qui auront vécu pendant de nombreux mois sous la coupe des groupes armés et aussi de certains groupes donc djihadistes qui imposent une application stricte de la loi coranique. Et donc la question de l'empreinte idéologique qui va rester au sein de ces populations et de comment est-ce qu'on d'essayer d'arriver à faire un travail pour arriver de nouveau au retour d'un islam modéré dans la région et donc d'arriver à vivre en coexistence pacifique, que toutes les communautés ensemble puissent vivre pacifiquement et ce genre de choses. Et également il va falloir se poser sérieusement la question des nouvelles solidarités et allégeances claniques qui vont s'être créées dans la région, parce que on le savait déjà avant que cette crise au Mali, que AQMI avait des soutiens par mariage forcé ou par des mariages voulus, avait contracté des mariages, et donc ça, il y a une certaine solidarité et ça va au-delà de tout pouvoir, de tout contrôle politique. Et donc, il va falloir vraiment commencer à penser à cela, parce que ça peut avoir un impact sur les groupes étrangers. Même si on les chasse, ils pourront peut-être revenir. Voilà, et juste le point sur je vais assez rapidement. C'est un point important. On n'arrête pas de parler des élections, que ce soit le concept de sortie de crise de l'ONU, de l'Union africaine, le Conseil de sécurité également en parle, l'Union européenne également en parle. Les élections, c'est une étape clé. Il faut arrêter de voir les élections aussi comme le point ultime auquel il faut parvenir. Les élections,
C'est une étape clé et il y a tout un travail en amont qui doit être fait de reconstruction d'une communauté politique et une reconstruction d'une communauté nationale. Si ce travail n'est pas fait, on va avoir des élections, puis on va avoir exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou en RDC. Hein. On va de nouveau avoir des affrontements violents. Donc déjà que ce travail se mette en place. Et pour aussi que ce travail se mette en place, il faut penser à mettre des mécanismes de justice transitionnelle. Parce que s'il n'y a pas cela, il faut vraiment se mettre en place faire comprendre aux gens que le crime ne va pas punir, que si vous continuez les activités criminelles telles que trafic de drogue, trafic d'armes, actes terroristes, vous allez être punis. Il faut également punir ce qui s'est fait depuis le début de l'année 2012, les massacres d'Aguelok contre les soldats maliens. Ça a laissé une empreinte dans l'armée malienne terrible. Et je vous assure qu'il y a des désirs de vengeance et il faut vraiment faire attention parce que même si on laisse les troupes maliennes seules aller au combat, il peut y avoir des crimes de guerre qui vont être commis également. Donc je pense que ce mécanisme de justice transitionnelle, il faut vraiment le mettre en place également maintenant parce que sans reconnaissance, sans pardon et sans réconciliation, il n'y aura pas de reconstruction de l'État sur des bases saines, solides, pacifiques et durables.